ma famille a profité du grand repas de fin d'année en famille pour me faire passer pour l'inutile de la famille devant le fiancé de ma cousine. Entre éclats de rire et remarques condescendantes sur ma vie professionnelle, ils m'ont dépeint comme si j'étais resté bloqué à l'époque du lycée. Je n'ai rien dit, mais le fiancé, intrigué, a recherché mon nom sur son téléphone et est devenu tellement blême que plus personne n'a osé ouvrir la bouche. Cette révélation a fait voler leur monde en éclats et m'a redonné le contrôle de la situation. Le grand repas de famille a toujours révélé ce qu'il y a de plus étrange chez mes proches, mais cette année-là, quelque chose semblait différent dès l'instant où j'ai franchi la porte. C'était comme si l'atmosphère était déjà tendue avant même que j'aie salué qui que ce soit. Je m'appelle Evaniel, j'ai 31 ans, et ma relation avec ma famille élargie est compliquée d'aussi loin que je me souvienne. Ce n'est pas exactement de la haine, même si parfois ça s'en approche. C'est plutôt ce sentiment constant de ne pas être à ma place. Ils vivent pour les apparences, les photos de famille parfaitement éclairées, les histoires de promotion, les enfants universitaires exemplaires, les gros SUV allemands neufs garés devant le pavillon comme des trophées. Moi, en revanche, j'ai toujours été l'original, celui qui préférait dessiner, voyager ou se perdre dans des projets créatifs. Pendant que mes cousins suivaient le chemin traditionnel, j'ai décidé de prendre une année pour parcourir l'Asie du Sud-Est, juste au moment où Maëva, ma cousine, se préparait à entrer en faculté de droit et où presque toute la famille rêvait de travailler sous les ordres de François dans sa compagnie d'assurance. Ce choix m'a marqué à jamais. Depuis lors, j'ai porté l'étiquette du mouton noir, et aucun d'entre eux ne me l'a laissé oublier. Mes parents ont déménagé dans une autre région il y a 5 ans, donc ils ne participent plus à ces réunions, ce qui rend tout beaucoup plus solitaire pour moi. Pourtant, je continue d'y assister. Peut-être par culpabilité, par habitude, ou peut-être dans l'espoir insensé qu'un jour ils puissent voir qui je suis maintenant, et non le garçon qu'ils aimaient tant sous-estimer. Je n'ai eu aucune aide financière, aucun piston familial, aucun héritage anticipé. Le peu ou le beaucoup que j'ai accompli, je l'ai fait par moi-même. Cette année-là, le dîner était organisé chez ma tante Laureline, dans sa maison des Yvelines. Un véritable portrait de la banlieue chic, une couronne d'automne sur la porte, des bougies à la cannelle partout et une télévision affichant une fausse cheminée sur YouTube. Je suis arrivé à l'heure avec une bouteille de vin, sachant pertinemment que personne n'y toucherait car ce n'était pas un grand cru de Bourgogne. Et à peine avais-je franchi le seuil que j'ai entendu la première remarque de la journée. Tiens. Regardez qui a décidé de venir, a lâché François, déjà à son 2e verre de whisky. Je pensais que les gens sans vrai travail étaient trop occupés à ne rien faire. La remarque était piquante, mais j'avais appris à le dissimuler. Je lui ai souri poliment et j'ai continué vers le salon, où régnait le chaos habituel, des enfants courant partout dans des pulls qui les grattaient, des femmes échangeant des recettes de tartes au citron et les hommes trinquant en parlant d'investissement comme s'ils travaillaient tous à la défense. Le même scénario qui se répétait chaque année. Peu après, Maëva est arrivée. Elle a toujours eu une sorte de rivalité silencieuse avec moi. Nous avons le même âge. Nous sommes allés au même lycée et depuis que j'avais remporté un prix au concours général alors qu'elle était surtout connue pour son cercle social, elle ne me l'a jamais complètement pardonné. Elle le cachait, bien sûr, mais son ressentiment était là, palpable. Comme on pouvait s'y attendre, elle a fait une entrée théâtrale. Cette fois, cependant, elle était accompagnée. À ses côtés se tenait un homme qui semblait tout droit sorti de la couverture d'un magazine, grand, soigné, avec cette présence qui fait taire une pièce pendant une seconde. Les tantes ont presque retenu leur souffle. Je vous présente Aurélien, a annoncé Maëva, affichant un sourire si exagéré qu'il semblait douloureux. Mon fiancé. Immédiatement, les applaudissements, les félicitations et les commentaires ont fusé. Ma tante Laureline était émue aux larmes. François a donné une tape dans le dos à Aurélien comme s'il avait sauvé le monde, et quelques femmes l'ont presque traîné jusqu'à la cuisine pour qu'il raconte chaque détail de la demande en mariage. Aurélien, visiblement dépassé, a cherché un endroit plus calme et a fini par s'approcher de l'endroit où je me trouvais, debout près du piano, ne sachant pas trop quoi faire. « Salut, je suis Aurélien », a-t-il dit en me tendant la main. « Evaniel », ai-je répondu. « Maëva a mentionné que vous étiez très proche en grandissant », a-t-il commenté avec amabilité. J'ai haussé un sourcil. Avait-elle vraiment dit ça? Surprenant. Il a eu un rire nerveux, remarquant peut-être mon expression. Eh bien, je suppose que c'est le bon moment pour rencontrer la famille. Tu habites dans le coin? Pas vraiment, ai-je répondu. Je voyage beaucoup pour le travail.
C'est là que Maëva est réapparue, se collant à son fiancé et lui serrant le bras avec un sourire qui changeait au gré de ses intérêts. « Evaniel est modeste », a-t-elle dit en élevant la voix pour que tout le monde entende. Disons qu'il a atteint son apogée au lycée. Les rires se sont propagés. François a ajouté, en gros, il vit sans but, survivant grâce à de vieux trophées. Ce n'était pas une moquerie blessante. Pire encore, c'était une moquerie normalisée, comme si c'était la vérité établie depuis toujours. Je suis resté silencieux. Des années auparavant, je me serais défendu, mais j'ai appris que ça n'en valait pas la peine. Ma famille n'a jamais compris ce que je faisais, et l'expliquer ne faisait que générer plus de doutes, plus de mépris, plus de commentaires comme celui-là. Mais Aurélien n'a pas ri. Il a regardé tout le monde, puis m'a regardé, et il semblait voir quelque chose de différent dans ce regard. Quelque chose de curieux, de gêné. Dans un geste presque imperceptible, il a sorti son téléphone, le gardant hors du champ de vision de Maëva, et a tapé quelque chose sur Google. J'ai vu mon nom sur son écran et j'ai vu son expression changer. Son sourire a disparu. Il a à peine haussé les sourcils de surprise. Puis il m'a regardé à nouveau, mais plus avec la condescendance avec laquelle il m'avait salué. C'était comme s'il avait découvert une faille dans toutes les histoires qu'on lui avait racontées sur moi. Il n'a rien dit, a juste hoché la tête poliment et s'est éloigné vers la cuisine, bien qu'avant de disparaître, il ait légèrement tourné la tête pour me regarder encore une fois. C'était une expression difficile à déchiffrer, mais il y avait une inquiétude évidente. C'était logique. Maëva ne lui aurait jamais raconté ce que je faisais vraiment. Au cours de la dernière décennie, j'ai construit quelque chose en silence. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai fondé une petite société de conseil en technologie depuis un minuscule studio parisien avec un MacBook d'occasion et un tableau blanc qui servait aussi de table à manger. Je me suis spécialisé dans l'architecture de systèmes pour les petites entreprises qui ne pouvaient pas se permettre les talents des grands ESN. Le bouche-à-oreille a fait son travail. Avec le temps, j'ai travaillé pour plusieurs startups financières. J'ai développé mon propre produit. Il y a 4 ans, j'ai vendu un de mes outils pour une somme à 6 chiffres. Ensuite, un accord de licence m'a rapporté plus de revenus que je n'en avais jamais vu de toute ma vie. Je ne m'en suis jamais vanté, ce n'était pas nécessaire. Cela m'a donné la liberté, et c'était suffisant. Et même si je ne le savais pas encore, Aurélien était sur le point de le comprendre mieux que tous les autres. L'idée de la vraie liberté avait cessé d'être un concept abstrait depuis longtemps. Je pouvais vivre sans travailler un seul jour de plus si je le voulais, mais je continuais à le faire. Non pas pour le prestige ou pour paraître quoi que ce soit aux yeux des autres, mais parce que créer quelque chose de propre, de tangible, me procurait de la satisfaction. Pour ma famille, cependant, je continuais à naviguer entre les projets, comme si je n'avais rien réussi à définir dans ma vie professionnelle. Quand on a annoncé que le dîner était prêt, nous nous sommes tous dirigés vers la salle à manger. La table principale était décorée au millimètre près, avec des serviettes parfaitement pliées et des centres de table qui semblaient sortis d'un catalogue saisonnier. Sur le côté, on avait placé la classique table des enfants, bien que la plupart d'entre eux fussent déjà au lycée. À la table des adultes, les places étaient clairement prédéfinies et on m'avait laissé à l'extrémité la plus éloignée, juste à côté de la porte menant à la cuisine et d'une fenêtre mal isolée qui laissait passer un courant d'air glacial chaque fois que quelqu'un passait à proximité. En face, Maëva et Aurélien étaient installés avec tante Laureline et oncle François de chaque côté, tous les 4 déjà bien animés par les cocktails de fête qu'ils dégustaient depuis un bon moment. J'ai à peine touché à ce que j'avais dans mon assiette. Au milieu du repas, tante Laureline, avec ce ton excessivement aimable qu'utilisent les agents immobiliers sur le point de conclure une vente, m'a posé la question habituelle. « Evaniel, mon cher, un projet passionnant sur lequel tu expérimentes ces derniers temps. » J'ai hoché la tête lentement. J'ai quelques trucs en cours. Je viens de terminer. Il fait des TikTok, l'a interrompu Maëva en levant les yeux au ciel tout en se penchant pour attraper la sauce. Quelque chose comme des tutoriels de programmation. En gros, c'est déjà un YouTuber. Non, ce n'est pas ça, ai-je répondu sans m'énerver. Aurélien a tenté d'ajouter quelque chose, mais Maëva l'a coupé avant qu'il ne puisse articuler une phrase. La vérité, c'est qu'il a déjà atteint son apogée au lycée, a-t-elle dit en souriant comme si c'était une blague privée. Vous vous souvenez du mur plein de trophées qu'il avait dans le sous-sol de ses parents? Qu'est-il advenu de tout ça? J'ai cligné des yeux. Je les ai donnés. J'en ai fait don de la plupart. Sérieusement, s'est-elle moquée.
Même celui du concours général? Tu le traitais comme si c'était ton bébé. J'avais 17 ans, ai-je répondu. Les gens grandissent. Oncle François a laissé échapper un petit rire. Oui, mais pas toujours dans la bonne direction. Ce n'était pas une insulte directe, mais le message était là. Clair comme de l'eau de roche. Tu avais du potentiel et tu l'as gâché. J'ai regardé autour de moi. Tout le monde continuait à converser et à rire, non pas avec méchanceté, mais avec ce dédain automatique avec lequel on vous étiquette comme insignifiant, sans même s'en rendre compte. J'ai senti ma mâchoire se crisper, bien que je sois resté silencieux. Le vrai coup est arrivé pendant le dessert, un cheesecake aux myrtilles d'une pâtisserie hors de prix que Maëva avait insisté pour servir. Oncle François a fait teinter son verre pour demander le silence, titubant un peu à cause de l'alcool. Très bien, a-t-il bafouillé avec un demi-sourire. J'ai une petite annonce à faire. La conversation s'est immédiatement arrêtée. Comme vous le savez tous, a-t-il dit en bombant le torse, je prépare depuis un certain temps quelqu'un pour prendre en charge la partie de l'entreprise qui est sous ma supervision. Les comptes que je gère personnellement, ont murmuré certains, intéressés. C'était un sujet qui revenait à chaque réunion de famille. Et après mûre réflexion, a-t-il continué en regardant directement Aurélien, je pense qu'il n'y a pas de meilleur candidat que ce jeune homme ici présent. Aurélien, bienvenue dans la société. Il y a eu des applaudissements, des expressions joyeuses, des larmes d'émotion de la part de tante Laureline. Maëva rayonnait de fierté. Aurélien semblait surpris, mais satisfait. Je suis resté immobile. Des années auparavant, alors que je débutais ma carrière, François était venu me voir avec un sérieux problème dans le système d'un client. Je m'étais occupé de tout en un week-end, sans lui facturer un centime. Il m'avait ensuite offert un poste à temps partiel pour gérer l'infrastructure numérique, mais je l'avais refusé car j'avais mes propres objectifs. Il n'en a plus jamais parlé, et maintenant il offrait le poste à Aurélien, qu'il connaissait à peine, comme une sorte de déclaration symbolique, un rappel public que je n'avais pas ma place dans le récit de la réussite familiale. Evaniel n'appartient pas aux histoires de triomphe de cette famille. Tout le monde a levé son verre, sauf moi. Aurélien a soutenu mon regard, cette fois avec un mélange évident de gêne et de culpabilité. Evaniel, a-t-il murmuré. Nous devrions parler après le dîner. Mais Maëva s'est interposée en riant. N'y pense même pas. Ne le mêle pas aux affaires. Il vit déconnecté, tu te souviens? Nomade numérique ou quelque chose comme ça. Tu vas lui faire peur. J'ai senti mes doigts se resserrer autour de mon verre. C'était un mélange difficile à décrire, humiliation, trahison et une lucidité douloureuse. Ce n'était pas seulement qu'ils ne me prenaient pas au sérieux, c'est qu'ils s'étaient habitués à m'utiliser comme leur blague interne. Quand ils ont commencé à débarrasser les assiettes et que les gens se sont déplacés vers le salon, je suis resté assis. Aurélien a hésité un instant, mais Maëva l'a traîné par la main comme s'il faisait partie d'une exposition. En passant à côté de moi, oncle François m'a frappé l'épaule. Ne le prends pas mal, Evaniel. Tu n'as tout simplement pas l'étoffe pour la société. Je l'ai regardé. C'est Maëva qui t'a dit ça? Il a haussé les épaules. Ce n'était pas nécessaire. Les actions parlent plus fort, n'est-ce pas? Je l'ai regardé s'éloigner. Quelque chose en moi a cédé à ce moment-là, non pas bruyamment, mais comme un glissement profond, presque imperceptible, qui annonce un séisme. Je me suis levé lentement et je suis sorti. L'air froid de novembre s'est glissé sous ma veste, coupant. J'ai sorti mon téléphone, ouvert le navigateur et accédé à une page que je n'avais pas consultée depuis des mois, le portail de mon entreprise. Le design était toujours épuré et sobre. Sous l'entête principale figurait la liste des clients, de grands noms, d'autres plus petits, mais tous réels et vérifiables. Je suis entré dans la section à propos de moi, mon nom, ma photo, mes références. Un bref résumé de notre mission. Rien de prétentieux, juste des faits. Alors j'ai fait quelque chose que je ne m'étais pas permis depuis des années. Je suis rentré dans la maison, calme, presque souriant, parce que si Aurélien pouvait me chercher sur Google, les autres le pouvaient aussi. Et cette fois, je n'avais pas l'intention de rester silencieux. Je n'ai pas dit un mot pendant le reste de la soirée. Ni quand tante Laureline a essayé de me donner un plat de gratin dauphinois comme un prix de consolation. Ni quand Maëva m'a lancé un « ne disparaît pas » plein de fausses cordialités.
ni quand oncle François m'a tapoté le dos en me suggérant de continuer à essayer, comme si je luttais pour finir le lycée. J'ai hoché la tête avec un sourire mécanique et j'ai quitté la maison, comme si mes pieds savaient exactement quoi faire tandis que mon esprit était ailleurs. Dès que j'ai fermé la portière de la voiture, le bruit du monde a disparu. Je suis resté assis là, sans démarrer le moteur, sans même bouger un doigt. J'écoutais seulement ma respiration, sentant le froid s'infiltrer par le pare-brise, comme pour me rappeler que la réalité était toujours là, dehors. C'est étrange comme fonctionne la mémoire émotionnelle. On se convainc qu'on a surmonté certaines choses, que les vieilles blessures ne font plus mal. On se dit qu'on a grandi, qu'on n'est plus l'adolescent peu sûr de soi qu'on a été, que les opinions des autres ne définissent pas notre valeur, qu'on est au-dessus de tout ça. Mais il suffit d'un commentaire malveillant, d'un rire qui coupe plus qu'il ne le devrait, d'un regard qui vous réduit à la version la plus fragile de votre passé. Soudain, on redevient ce garçon de 16 ans qui a pleuré pour avoir perdu un débat, ou ce jeune de 22 ans qui a décidé de refuser un vrai emploi pour construire quelque chose que personne d'autre ne comprenait. Et là, reviennent la pression dans la poitrine, la respiration qui se raccourcit, la question silencieuse qui ne disparaît jamais tout à fait. Et si, au final, ils avaient raison? Et si, en réalité, j'avais faim d'être sûr de moi tout ce temps? J'ai démarré le moteur sans trop y penser, comme si mon corps agissait par inertie, et j'ai conduit en feu de croisement, sans musique, sans distraction. Quand je suis arrivé, l'appartement était toujours complètement dans le noir, tout comme mon état d'esprit. Cet endroit avait toujours été fonctionnel, minimaliste, presque froid, le genre d'espace qu'on choisit quand on ne sait pas si on va s'installer quelque part. C'était confortable, mais aussi un rappel silencieux de combien ma vie avait changé. Je me suis laissé tomber sur le bord du lit sans enlever ma veste. Mes chaussures sont restées abandonnées près de la porte. Le téléphone vibrait dans ma poche, insistant, comme pour me sortir de cet état, mais je n'avais aucune intention de répondre. Je l'ai laissé tel quel. La pièce était calme et pour la première fois depuis longtemps, j'ai permis à ce silence de m'envelopper. Je n'ai pas dormi. Non pas parce que j'étais en colère. La rage était une émotion que j'avais laissée derrière moi depuis longtemps. Ce que je ressentais était différent, une clarté ferme, silencieuse, faite de détermination. Je n'étais pas pressé, mais je n'avais pas de doute non plus. Quelque chose en moi s'était réveillé. Le lendemain matin, avant même le lever du soleil, j'étais déjà dans la cuisine à préparer du café. Je l'ai pris noir, fort, le plus amer possible. Je me suis assis devant mon ordinateur portable et j'ai ouvert mon tableau de bord. J'ai examiné chaque indicateur, revenus, croissance mensuelle, rétention, taux de désabonnement. Tout était stable, même au-dessus des prévisions. Mais pour la première fois, j'ai compris que ce n'était pas une question de chiffres. Ce n'était pas que mes résultats étaient insuffisants, c'est que je passais trop de temps à me faire tout petit, à passer inaperçu, à me diminuer pour ne déranger personne. Je m'étais convaincu que je n'avais pas besoin de reconnaissance, qu'il valait mieux travailler en silence, que la discrétion était une vertu. Et oui, mon travail parlait pour moi, stable, rentable, constant. Mais ce silence avait un prix. Ils continuaient de croire que j'étais l'ancienne version de moi-même, parce que je ne leur en avais jamais montré une autre. L'histoire que j'avais laissé le monde connaître était restée figée dans leur perception, et bien qu'ils aient leur part de responsabilité, la plus grande partie m'incombait. Sur le champ, j'ai décidé que je n'allais plus me justifier auprès de personne. Je n'allais pas envoyer une liste de mes réussites à mon oncle François, ni expliquer quoi que ce soit à Maëva, ni perdre plus de temps à essayer d'obtenir leur respect. Au lieu de ça, j'allais reprendre le récit que j'avais abandonné, mon identité publique, mon histoire professionnelle, la partie de moi qui avait été trop prudente pour se montrer. La première chose a été de contacter une consultante en images de marque que j'avais rencontrée des années auparavant, une professionnelle avec qui j'avais toujours voulu travailler. En quelques jours, elle a entièrement rénové mon site web. Elle n'a pas seulement amélioré la présentation, elle a transformé la narration. Chaque section communiquait qui j'étais, ce que j'avais construit et pourquoi mon travail était important. Ensuite, j'ai mis à jour mon profil professionnel après 4 ans d'abandon total. J'ai préparé un portfolio impeccable contenant chaque produit que j'avais créé, chaque optimisation réalisée pour des tiers, chaque alliance et chaque licence signée. J'ai organisé ma trajectoire comme jamais auparavant. Après, j'ai lancé une newsletter hebdomadaire. J'ai consacré des heures à sa conception, à écrire un contenu réel, utile, sans fioriture ni exagération.
Leçons tirées de projets, analyse de cas, erreurs et réussites. Apporter de la valeur, pas seulement du bruit. En parallèle, j'ai repris quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, contribuer de manière plus directe. Un de mes amis dirige une association qui aide les jeunes de communautés sous-représentées à entrer dans le monde de la technologie. Je me suis porté volontaire et en moins de 2 semaines, j'animais déjà des ateliers tous les samedis. Leur apprendre à programmer leur première application, à présenter une idée, à comprendre l'environnement. Ce fut une expérience transformatrice. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti vu et surtout, je me suis senti réel pour moi-même. En décembre, j'ai finalement lancé la version bêta d'un projet sur lequel je travaillais en secret depuis des mois, l'Upcircle, une plateforme conçue pour que les petits créateurs monétisent leur communauté sans dépendre des publicités ou des sponsorings. Je l'ai lancé sans publicité, sans campagne, sans bruit, juste une invitation discrète pour ceux qui avaient confiance en mon travail. En janvier, nous avions déjà plus de 2000 utilisateurs. En février, un auteur sur Substack a raconté comment l'Upcircle avait doublé ses revenus, et la liste d'attente a explosé du jour au lendemain. En mars, une société de capital risque a envoyé un email intitulé « Parlons-en ». Ma réponse fut un simple merci. Non par arrogance, mais parce que j'avais retrouvé quelque chose de plus précieux que n'importe quel investissement, la certitude de qui j'étais. Puis est survenu le rebondissement inattendu. Fin mars, Maeva m'a appelé. J'ai failli refuser l'appel, mais quelque chose en moi m'a poussé à répondre. « Allô » ai-je dit. « Salut » a-t-elle répondu en hésitant. « J'ai une question bizarre à te poser. Est-ce que tu connais quelqu'un qui s'appelle Roland Tissier ?» Il m'a fallu une seconde pour faire le lien. Oui, c'est le fondateur d'une start-up d'analyse de données. L'année dernière, nous avons optimisé une partie de leur back-end. Pourquoi ? Parce qu'Aurélien a eu un entretien là-bas et Roland lui a demandé s'il était parent d'un certain Evaniel Black. Il a dit que le nom de famille lui était familier. À cet instant, j'ai tout compris. Il me cherchait déjà sur Internet. Maeva a continué de parler avec un ton qu'elle utilisait rarement avec moi. Il a aussi dit que tu avais construit la moitié de leur système de données et qu'il avait voulu t'embaucher comme directeur technique, mais que ça ne t'intéressait pas. Je ne savais rien de tout ça. Je n'ai pas su quoi répondre. Elle est restée silencieuse. Pas de sarcasme, pas de blague, pas le ton hautain habituel, juste le silence. Quelques jours plus tard, Aurélien m'a écrit un email. Objet, excuse et café. Il n'était pas obligé de le faire, mais il l'a fait quand même. Il m'a dit qu'il regrettait la tournure des événements, qu'il aurait aimé parler plus tôt, qu'il admirait ce que j'avais construit. Je n'ai pas accepté le café, mais je lui ai répondu par une note cordiale. Avril est arrivé. Le brunch de Pâques a eu lieu au même endroit que d'habitude, la même maison, la même table, les mêmes visages. Mais cette fois, quand j'ai franchi la porte, il n'y a eu ni moquerie, ni regard de dédain, ni silence gênant. Il y avait de la tension, une tension différente, une qui disait sans mots qu'il savait maintenant qui j'étais vraiment, et que ça changeait tout. L'atmosphère de cette réunion était empreinte d'un silence étrange, presque lourd. Ce n'était pas le silence gênant qui suit une discussion en suspens, c'était cet autre silence, plus subtil, quand tout le monde presque quelque chose a changé mais que personne ne sait comment l'aborder sans se tromper. Le premier à s'approcher fut Aurélien, qui m'a accueilli avec un sourire sincère et une poignée de main ferme. « Content de te voir, mon pote » m'a-t-il dit. J'ai simplement hoché la tête. Moi de même. À quelques pas de là, Maeva restait en retrait. Il n'était pas habituel de la voir si silencieuse ni si tendue. Sa nervosité était palpable même de loin, comme si elle craignait que n'importe laquelle de ses paroles soit mal interprétée ou révèle quelque chose qu'elle préférait cacher. Et puis, inévitablement, mon oncle François est apparu, incapable de retenir un de ses commentaires. « Tu es élégant » a-t-il lâché en regardant mon manteau ajusté comme si c'était une surprise désagréable. « Tu as enfin décroché un entretien d'embauche. » Cette fois, ça ne m'a pas dérangé. Je lui ai rendu un vrai sourire, pas celui forcé que j'avais si souvent affiché lors des réunions de famille. « En fait, je recrute » ai-je répondu en enlevant mon manteau. « Nous sommes en pleine croissance. » Il a haussé les sourcils. « Nous. » Mon équipe, ai-je précisé. Je n'ai rien ajouté de plus. J'ai laissé le silence faire son travail. Je n'étais pas venu chercher une revanche immédiate. Ce n'était pas le moment.
Cette réunion n'était que la phase initiale, observer comment les pièces se mettaient en place, comment les gestes trahissaient de nouvelles tensions et comment la dynamique familiale se préparait, sans le savoir, à ce qui allait suivre. Car une trahison encore plus grande se profilait, et l'ironie, c'est que ce ne serait pas moi qui la déclencherais. J'ai toujours entendu dire que la vengeance est un plat qui se mange froid, mais cela ne m'a jamais convaincu. Ce qui est froid est oubliable, insipide, facile à ignorer. Je ne cherchais pas ça. Ce que je voulais, c'était quelque chose qui dure, une vérité qui leur ferait comprendre ce qu'ils avaient provoqué, comment ils avaient sous-estimé quelqu'un qui préférait simplement avancer sans se vanter, et ce qu'il en coûtait de confondre le silence avec l'échec. Le repas de Pâques s'est déroulé sans encombre, ce qui m'a surpris plus que de raison. Maëva a à peine parlé, sauf quand on lui posait des questions. En revanche, Aurélien a fait des efforts visibles pour discuter avec moi. Il m'a interrogé sur l'Upcircle, sur mon équipe, et même sur des détails concernant l'adéquation produit-marché d'un projet qu'il avait en tête. J'ai répondu poliment, sans donner trop d'informations, juste le nécessaire pour ne pas être impoli. Pendant qu'il parlait, j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas vu depuis des mois. La façon dont Maëva le regardait avait radicalement changé. L'étincelle de fierté, presque possessive, avec laquelle elle l'avait présenté lors du repas de fin d'année comme son fiancé, avait disparu. Ses sourires étaient maintenant fragiles et elle serrait son verre de vin comme si c'était la seule chose qui la tenait debout. J'aurais pu rester en dehors de tout ça. Rien ne m'obligeait à m'impliquer, mais c'était eux qui avaient tout commencé. Maëva ne s'était pas seulement moquée de moi, elle m'avait ridiculisé devant la famille, devant Aurélien, transformant ma discrétion en synonyme d'échec et en y prenant plaisir. Oui, je voulais que la vérité éclate, mais pas par mes mots. Ils devaient la découvrir par eux-mêmes, petit à petit. J'ai donc commencé à préparer le terrain. La première chose a été de contacter un ancien collègue, Cyprien, avec qui j'avais travaillé dans une fintech en 2018. Il dirigeait maintenant sa propre agence de conception de produits et, par coïncidence, sortait avec un journaliste, Laurie, qui couvrait des histoires sur la culture d'entreprise et les startups technologiques. Nous avons d'abord parlé de manière informelle, pour prendre des nouvelles. 2 semaines plus tard, j'ai laissé tomber une phrase calculée, l'Upcircle se développe, je pourrais bientôt raconter publiquement l'histoire. Quelqu'un avec un bon flair pour les titres me serait utile. Cyprien n'a pas tardé à réagir. 3 jours plus tard, j'étais en appel vidéo avec son petit ami, Laurie. Nous avons discuté de la construction à partir de zéro, de l'identification des lacunes du marché, du poids de travailler sans reconnaissance, et de ce que c'est que de voir sa propre famille vous considérer comme un cas désespéré pendant que vous avancez sans avoir besoin de faire de bruit. Avant la fin de notre deuxième appel, il m'a lancé une phrase qui m'a presque fait rire, tu es comme l'anti-héros de LinkedIn, sans vantardise, sans discours de motivation, juste des résultats. J'adore. J'ai dit que j'y réfléchirais, mais la vérité était que cet article n'était pas pour me glorifier, c'était un appât. Et s'il attirait les bonnes personnes, je saurais que le moment était proche. Pendant que le journaliste travaillait sur l'article, j'ai fait quelques manœuvres stratégiques en silence. J'ai mis à jour la page de l'équipe de l'Upcircle avec de nouvelles recrues, des designers, des ingénieurs, des gens du marketing, tous réels, tous en télétravail. Le site paraissait plus solide, plus consolidé. Ensuite, j'ai envoyé une invitation discrète à Aurélien pour un panel virtuel que j'allais animer. Je ne la lui ai pas envoyée personnellement, j'ai simplement ajouté son adresse email professionnelle à la liste de l'événement. La bannière disait, de 0 à 100 000 euros, le chemin du bootstrapping en 2025. Il a accepté l'invitation en moins d'1 heure. 1 semaine plus tard, l'article est sorti. Le titre était presque théâtral, l'homme qui a atteint son apogée au lycée, comment Evaniel Silveira a bâti en silence une plateforme multimillionnaire pendant que sa famille le considérait comme un raté. Je n'avais pas choisi ces mots. L'article est devenu semi-viral sur LinkedIn. Il a été partagé par des comptes influents du monde de la tech, cité par un blog marketing et est même apparu dans la newsletter hebdomadaire de Product Hunt comme une histoire à la une. Au-delà des chiffres, ce qui était important, c'était la réaction. Maëva l'a vu. Je le sais car moins de 24 heures plus tard, j'ai reçu un message d'elle. Maëva, alors comme ça, tu voyageais vraiment pour le travail, hein? Je suis resté à fixer cette ligne sur l'écran un bon moment. J'ai répondu, je continue de le faire. Elle n'a pas répondu, mais 2 jours plus tard, Aurélien l'a fait. Aurélien, j'ai lu l'article, je suis impressionné.
J'aimerais qu'on discute. Je crois que j'ai fait quelques erreurs. Je n'ai pas répondu tout de suite. Il était temps de passer au deuxième acte, la réunion familiale d'été. Chaque mois de juin, ma famille organisait un grand événement, barbecue, jeux de piscine, t-shirts assortis, une ambiance plus propice à l'étalage qu'à la convivialité. Normalement, je n'y assistais pas. Cette année-là, j'ai confirmé ma présence et j'ai indiqué que je viendrais accompagner. Mais non, il ne s'agissait pas d'arriver avec un mannequin à mon bras. Je ne cherchais pas le spectacle, je cherchais la synchronicité, et le coup final devait être porté au moment exact. Je ne voulais pas amener quelqu'un d'improvisé ni un rendez-vous superficiel juste pour faire croire que ma vie allait mieux qu'il ne le pensait. Ce genre de manœuvre aurait été trop évident et surtout peu efficace. Ce dont j'avais besoin, c'était d'un mouvement calculé, quelque chose de silencieux mais de percutant. C'est pourquoi j'ai choisi d'amener quelqu'un de beaucoup plus stratégique, Alaric, mon directeur des opérations. Non seulement il avait un esprit vif, mais il était charismatique, sûr de lui et avait une présence qui imposait naturellement le respect dans n'importe quel environnement. Il avait ce genre d'élégance qui ne venait ni des vêtements ni des accessoires, mais de sa façon de marcher, d'observer et de parler. Nous n'avions pas de relation amoureuse, mais notre alchimie professionnelle était si fluide que les gens supposaient parfois que c'était le cas. Et honnêtement, à cette occasion, cette confusion jouait en ma faveur. Il a compris le plan dès que je le lui ai décrit lors d'un dîner tardif après une journée épuisante. « Tu veux que tout se passe sans faire trop de bruit », a-t-il résumé avec un calme enviable. « Que la tension monte toute seule. » « C'est exactement ça, » ai-je dit, presque soulagé de ne pas avoir à trop expliquer. Il a souri avec cette assurance tranquille qui le caractérisait. « Parfait. Je serai impeccable. Laisse-les projeter ce qu'ils veulent. » Et mon Dieu, s'ils l'ont fait. Quand nous sommes arrivés à l'événement, à peine avions-nous franchi l'entrée que j'ai senti plusieurs conversations s'interrompre en plein milieu. Il y avait des regards curieux, confus et surpris. Non pas parce qu'Alaric essayait d'attirer l'attention, mais parce qu'il n'en avait pas besoin. Sa posture droite, son sourire confiant, sa poignée de main ferme suffisaient. Tout en lui disait, « Je suis ici parce que je le veux, pas parce que j'ai besoin de votre approbation. » C'était mieux que ce que j'avais imaginé. Il ne s'est pas écoulé une minute avant que Maëva n'apparaisse, comme si elle avait espionné la porte. « Evaniel, je n'arrive pas à croire que tu sois venu cette année, » a-t-elle commenté en penchant la tête comme pour me convaincre que sa remarque était amicale. J'ai senti que c'était le moment, ai-je répondu, gardant une expression détendue tout en buvant une gorgée de montée glacée. Elle a observé Alaric sans vergogne, analysant chaque détail. « Et lui, c'est » Alaric, a répondu Alaric lui-même en tendant la main. « Je travaille avec Evaniel chez l'Obcircle. » Maëva a mis une seconde à comprendre. « Ah, bien sûr. Ça a l'air très professionnel. Il est difficile à suivre, » a ajouté Alaric avec un sourire très calme, « mais je m'en sors. » J'ai pu voir la mâchoire de Maëva se crisper subtilement, pas assez pour que quelqu'un d'autre le remarque, mais assez pour que moi, qui la connais depuis des années, je le reconnaisse immédiatement. Ravi de rencontrer le cerveau derrière tout ça, a-t-elle commenté, essayant de reprendre le contrôle. « Oh non » a corrigé Alaric sans perdre son élégance. Evaniel est le cerveau. Je m'assure simplement que les gens ne perdent pas son temps. Le coup était doux, presque aimable, mais suffisamment précis pour la déstabiliser. Peu après, Aurélien s'est approché. Il n'a rien dit tout de suite. Ses yeux ont fait un va-et-vient de moi à Alaric et retour, comme s'il réorganisait mentalement tout ce qu'il croyait savoir. « Ta conférence de la semaine dernière, le panel, a-t-il finalement dit, j'ai pris des notes. C'était très bien. Je suis content que ça t'ait servi, ai-je répondu. Je n'avais pas bien compris en fin d'année, a-t-il admis en baissant le ton. Peut-être que j'aurais dû dire quelque chose. Tu l'as fait, ai-je répondu, bien que non verbalement. Il a pincé les lèvres et a hoché la tête, acceptant la vérité. Puis il a ajouté, Maëva est différente, plus irritable. Elle a l'habitude d'être la personne la plus intelligente de la pièce. C'est difficile de maintenir ce rôle quand les autres arrêtent de rire pour faire bonne figure, ai-je commenté. Aurélien ne l'a pas nié, ni même feint la surprise. La réunion s'est poursuivie avec des hamburgers, de la musique, des bouées dans la piscine et des oncles hyperactifs plongeant comme s'ils avaient de nouveau 15 ans. Je me déplaçais entre les groupes sans chercher à me mettre en avant. Cette fois, c'était eux qui venaient à moi, qui voulaient en savoir plus,
qui désiraient combler les vides d'un récit qu'ils avaient ignoré pendant des années. Alors, tu as ta propre entreprise. Quelle plateforme développes-tu? Tu diriges une équipe? Même François, qui pendant des années avait été le champion des commentaires acerbes déguisés en conseil de famille, s'est approché avec une assiette débordant de côtes levées. Je ne savais pas que tu étais toujours dans le monde de la tech, a-t-il dit d'un ton qui cherchait à dissimuler son malaise. Aurélien a mentionné quelque chose à propos d'une plateforme pour les créateurs. L'Upcircle. C'est exact, ai-je répondu. Même ta société a des clients qui pourraient en profiter. Jette un œil si tu veux. Il a dit qu'il le ferait, mais nous savions tous les deux qu'il ne lèverait pas le petit doigt. Il avait déjà compris ce que signifiait solliciter mon aide, reconnaître quelque chose qu'il n'admettrait jamais à voix haute. Pendant ce temps, la dernière partie de mon plan se mettait en place toute seule. Le plus gros client de François discutait avec moi depuis des mois, d'abord de manière informelle, puis avec des intentions plus concrètes. Après l'article sur mon travail, ils m'ont recontacté, cette fois pour quelque chose de sérieux. Ils voulaient que l'Upcircle gère l'expansion et l'optimisation de leur communauté privée B2B et intègre plusieurs outils internes. J'ai accepté. 2 semaines plus tard, nous signions. Le détail savoureux était simple. François n'en avait aucune idée. Non, il l'a su grâce à Maëva, qui m'a appelé, furieuse. Tu travailles avec Westlack Partners? Oui. Tu sais que ce sont l'un des plus importants clients de François. Ce sont eux qui m'ont contacté. Tu fais ça pour lui nuire. Non. C'est toi qui as pris des décisions intentionnelles en fin d'année. Je ne fais que suivre la logique de tes actions. Il y a eu un silence. Evaniel. Tu n'es vraiment plus le même. Je suis le même, ai-je répliqué. Tu n'as simplement jamais bien regardé. Elle a raccroché. Et pour la première fois, j'ai su qu'il comprenait non seulement ce que j'avais réussi à construire, mais ce que cela signifiait. Mais il restait encore une partie cruciale. Le pouvoir, ai-je découvert, ne crie pas toujours. Parfois, il se déplace comme un murmure, comme une attente patiente où l'on permet aux autres de s'enfoncer avec leurs propres mots pendant que l'on observe, salue, sourit et prend note mentalement de chaque geste. Ce moment est arrivé en juillet. Westlack Partners, le client que François avait cultivé pendant près de 10 ans, a décidé de moderniser toute son infrastructure. Cela impliquait d'abandonner l'ancien backend que la société de François gérait et de migrer vers une plateforme capable d'intégrer communauté, analyse de données, automatisation et outils internes en un seul endroit. Une plateforme que j'avais construite à partir de zéro. François ne savait pas que la mèche était déjà allumée. Moi si. Ils m'ont ajouté comme conseiller technique au processus, un titre élégant qui, en pratique, signifiait que chaque décision d'intégration, de migration ou de transfert devait passer par moi pour approbation. 2 semaines avant la transition officielle, Westlack a envoyé des notifications formelles à tous ses fournisseurs. Une procédure de routine, mais François ne s'y attendait pas. Maëva l'a su en premier et a rappelé, cette fois avec une voix basse et venimeuse. Tu vas le remplacer. Ce n'est pas un remplacement, ai-je expliqué. C'est une modernisation. Tu savais qu'il était leur fournisseur? Je le savais. Je sais aussi qu'il n'a jamais eu de problème à dire devant les autres que je n'avais pas les capacités pour travailler dans sa société. Elle n'a pas répondu. Mais j'ai entendu sa respiration trembler. Quand elle a raccroché, j'ai su qu'elle avait enfin compris que je n'avais pas seulement monté une entreprise, j'avais acquis un levier, une influence, un avantage, et j'étais prêt à utiliser tout cela sans excuse. Une semaine avant la clôture fiscale de Westlack, François est apparu à mon bureau sans prévenir. Il n'a pas cherché un café neutre, ni essayé de parler ailleurs. Il a marché directement jusqu'à mon lieu de travail, comme si sa seule présence suffisait à contrôler la situation. Il arborait un sourire rigide, trop tendu pour être sincère, et portait un dossier en manille comme si c'était une arme. Evaniel, a-t-il commencé. Tu as 1 minute? Alaric l'a intercepté avant qu'il ne puisse avancer davantage. Vous pouvez attendre ici, lui a-t-il dit poliment, mais sans s'incliner. Evaniel sortira dans 5 minutes. Cela l'a laissé sans voix. François n'avait pas l'habitude d'attendre, et encore moins que quelqu'un de mon équipe gère son accès à moi. Pourtant, il s'est assis. Quand je suis sorti pour le chercher, il s'est levé immédiatement, essayant de retrouver sa contenance. Joli endroit, a-t-il dit,
observant la pièce comme s'il évaluait quelque chose qu'il ne comprenait pas tout à fait. Merci, ai-je répondu en le guidant vers la salle de conférence. Nous avons un peu grandi depuis le dernier repas de famille. Il s'est assis sans que je le lui indique. Je vais être direct, a-t-il dit. Avec l'affaire Westlake, tu risques des années de bonne volonté familiale. C'est un conte historique, les relations comptent. Je suis d'accord, ai-je répondu. C'est pourquoi je me suis assuré de superviser personnellement l'intégration. Il a cligné des yeux plusieurs fois. Incrédule. Tu as fait quoi? J'ai pris le document que j'avais préparé depuis des semaines. Ce n'était ni juridique ni contractuel, juste un geste symbolique, un rappel physique du point exact où tout avait changé. Une copie imprimée de l'article qui avait allumé la première étincelle. Parfois, je pense à l'ironie de me retrouver face à quelqu'un qui est resté bloqué juste après le lycée. Cet homme qui m'avait toujours regardé comme si mes décisions étaient une blague, observait maintenant le document devant lui, la mâchoire rigide et les poings serrés. Je l'ai laissé passer pendant des années, lui ai-je dit. Tous les commentaires, les moqueries, la façon dont toi et les autres transformiez mon silence en un prétendu échec. Il a tenté de se défendre. Ce n'était jamais personnel. Ça l'a toujours été, les jeux interrompus d'une voix calme, presque chirurgicale. Et tu as marqué le coup le jour où tu as préféré rire avec Maëva plutôt que de me demander ce que je construisais vraiment. François a ouvert la bouche, mais n'a rien réussi à dire. Il est resté figé, comme si les mots s'étaient évaporés avant de se former. Je me suis levé et j'ai posé les deux mains sur la table. La décision de Westlake était une question d'efficacité, de meilleur système et de données propres, ai-je expliqué. Mais pour moi, cela signifie autre chose. Il a froncé les sourcils. Quelle chose? Un héritage, ai-je répondu. Le tien s'arrête ici. Le mien ne fait que commencer. Il n'a pas répliqué. Il a juste ramassé ses papiers avec des mouvements lents, a évité mon regard et est parti. La porte s'est refermée avec un clic sec. Il n'y a pas eu d'autre discussion. C'était la dernière fois que je le voyais. Les conséquences n'ont pas tardé à se manifester. Le départ de Westlake a provoqué un effet domino immédiat. Plusieurs petites entreprises ont commencé à revoir leurs comptes. 2 clients ont demandé des audits, ont découvert les surfacturations et se sont également retirés. En quelques semaines, l'équipe de François est passée de plusieurs membres à quelques-uns, puis à presque personne. En octobre, l'entreprise a discrètement entamé un processus de restructuration. Rien n'est sorti dans les journaux, mais les personnes qui devaient être au courant l'ont été. Parmi elles, Maëva, et aussi Aurélien, car à ce moment-là, il l'avait déjà quitté. Un jour, j'ai reçu un message inattendu sur LinkedIn. Aurélien, je te dois plus que des excuses. Tu m'as appris quelque chose que je ne savais même pas que je devais apprendre. J'espère que tu vas bien, Aurélien. Maintenant, je vais bien. Merci. Après cela, nous n'avons plus parlé. De Maëva, j'ai seulement su par des bribes de conversation qu'elle avait quitté l'appartement qu'ils partageaient. Elle est partie dans une retraite de luxe, a publié des histoires vagues sur la guérison, la croissance et l'élimination des énergies négatives. Puis elle a disparu de tous les radars. La famille, comme toujours, a réagi selon le scénario habituel. Laureline, ma tante, a recommencé à m'appeler. Soudain, elle était plus chaleureuse, plus curieuse, intéressée par la marche des affaires. J'ai gardé ces conversations brèves, polies mais distantes. Quant à François, il n'est jamais réapparu à un dîner de famille. Moi non plus, je ne suis pas retourné, mais je n'en ai pas ressenti le besoin. Parce qu'au final, cette histoire n'a jamais été une question de fête ou de réunion gênante. Il s'agissait de quelque chose de bien plus profond, ma propre histoire. Et je l'ai réécrite en silence, non pas avec des cris, non pas avec une vengeance bruyante, mais avec de la patience, de la précision, avec un silence si affûté qu'il a fini par couper plus profondément que n'importe quelle moquerie. Qu'ils racontent la version qu'ils veulent. Moi, je connais la vérité. Cette histoire vous a plu? Laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. D'autres histoires arrivent bientôt.